Bonjour à toutes et tous. Je vous propose qu'on commence cette conférence qui vient clôturer les conférences de ces amphis 2025. Donc déjà, merci à vous toutes et à vous tous d'être présents et présentes aussi nombreux. Aujourd'hui, on va parler et échanger avec vous sur le changement climatique et ses conséquences majeures qui se font ressentir sur notre quotidien, qu'on habite en ville ou qu'on habite à la campagne. On se rend compte toutes et tous des impacts du changement climatique. On l'a vu notamment cet été avec les vagues de chaleur qui se sont succédées, avec les canicules que nous avons toutes et tous connues à travers tout le territoire, mais aussi avec les impacts des inondations qui se font de plus en plus récurrentes et violentes, avec des dégâts matériels et humains très régulièrement, et aussi avec, j'allais dire, un phénomène nouveau, mais qui n'est pas si nouveau que ça, mais qui là aussi s'accentue dans l'impact et aussi par rapport aux impacts sur tout le territoire. Je veux parler des incendies qui touchent de plus en plus tout le territoire national, puisqu'avant c'était des incendies notamment autour du pourtour méditerranéen, et maintenant on se retrouve avec des incendies un petit peu sur tout le territoire. On a tous et toutes en mémoire les incendies dans les Landes, mais aussi en Bretagne, où on en parlait tout à l'heure avec Florian Schoch, qui était député à Belfort, et où même maintenant il y a des incendies vraiment sur tout le territoire. Et c'est d'ailleurs, au dernier recensement, c'est plus d'1 million d'hectares qui sont déjà partis en fumée cette année sur tout le territoire de l'Union européenne. Donc on est face à ces phénomènes devant une urgence d'agir, et c'est le sens de ces échanges aujourd'hui, sachant que si on attend que le gouvernement agisse, eh bien, on risque malheureusement encore une fois d'attendre longtemps, puisque le dernier budget, on l'a vu, ça a été des coupes très importantes sur la question et sur les questions d'écologie. Le budget présenté par Bayrou, on sait très bien que déjà des infos qu'on a, malheureusement l'écologie ne sera pas une priorité. Et donc on va discuter de tout ça aujourd'hui, et on a la chance de recevoir trois personnes spécialistes vraiment dans ces questions-là. Donc on a Diane Strauss, qui est directrice de transport et environnement France. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Transport et Environnement, c'est une organisation européenne regroupant une cinquantaine d'ONG et associations qui traitent des enjeux liés à la décarbonisation des transports, le fret zéro émission ou encore le transport électrique, et je te laisserai détailler tout ça. Elle apporte un éclairage incontournable sur la manière de faire des mobilités, un levier de lutte contre le réchauffement climatique. Diane, tu es aussi membre du Haut Conseil pour le climat en tant qu'experte, notamment sur les questions de mobilité durable. Le Haut Conseil pour le climat, vous connaissez déjà peut-être un petit peu plus. C'est l'instance indépendante qui évalue chaque année nos politiques publiques, et donc les politiques du gouvernement en matière de transition écologique, et donc pour voir si les enjeux, les mesures mises en place sont à la hauteur des enjeux climatiques. Et là aussi, par rapport à ce que je le disais, il y a beaucoup de boulot à faire sur tout ce qui est mené par les gouvernements et les différents gouvernements successifs. Et donc, à travers ces différentes casquettes, tu contribues à pousser nos politiques en France et en Europe vers la décarbonisation des transports, et jouer un rôle central de plaidoyer. Et on a l'occasion assez régulièrement d'échanger notamment sur la question des mobilités avec Diane ou avec Léo, qui travaille aussi pour Transport et Environnement. Donc c'est vraiment des enjeux en tout cas, et des discussions qu'on a assez régulièrement. Ensuite, nous aurons le plaisir d'accueillir Patricia Crosson, donc, qui est conseillère municipale à la mairie de Saint-Paul à La Réunion. Tu es déléguée à l'insertion sociale et à l'égalité des droits et à la lutte contre l'illettrisme et à la prévention de la délinquance. Celui-là, je ne l'avais pas noté. Donc merci de la précision. Ah, c'est récent, c'est pour ça. Donc tu vas pouvoir, Patricia, nous détailler ici comment les communes, notamment les communes d'outre-mer, font face à ces enjeux climatiques, puisque vous êtes vraiment aux avant-postes de la crise écologique, et nous dire quelles mesures vous mettez avec l'ensemble de ton équipe municipale, quelles mesures vous mettez en œuvre pour faire face au quotidien
à ces aléas climatiques. Et enfin, nous avons également le plaisir d'accueillir Frédéric Gilly. Bon, je ne vais pas faire toute la biographie, puisqu'il faut que je respecte un certain temps, mais juste pour mentionner 2-3 éléments qui nous semblent intéressants dans le cadre de cette conférence. Tu es docteur en économie, notamment à l'école urbaine de Sciences Po. Je précise école urbaine car c'est un endroit où on pense l'urbanisme et la ville par le prisme des sciences sociales dans le but de comprendre et de développer nos capacités à agir sur les transformations de nos villes et sur les transformations des populations au quotidien et de leur quotidien. Je voulais aussi dire que tu étais cofondateur de la revue numérique Métropolitique, dans laquelle tu continues de contribuer toujours par tes travaux. C'est une revue qui traite évidemment, encore une fois, de l'urbanisme et qui tente de confronter, de croiser les différents travaux académiques et les expériences de terrain, qu'elles soient professionnelles, politiques ou associatives. Et enfin, j'en viens à l'ouvrage cité dans notre programme des amphis, qui a tout à voir avec les éléments biographiques que je viens de mentionner, dont tu es co-auteur avec Aurélien Delpirou et Martin Vanier. Donc c'est La France en perspective imaginée 2050, paru en 2024, que vous pouvez d'ailleurs, avant que l'espace livre ferme, vous pouvez trouver cet ouvrage, je vais y arriver, cet ouvrage au stand dans la librairie. Et donc, dans cet ouvrage, tu nous invites à réfléchir à travers des cartes, à travers des analyses, aux transformations à venir de notre société, de nos territoires et de notre vie ensemble dans un monde qui est désormais, donc, je le disais, soumis à des changements climatiques. Donc là, on va exposer un petit peu, chacune et chacun d'entre nous, nos expériences, et bien sûr, on gardera et notre ressenti en fonction des différents canaux, comme on disait. Et puis, on gardera un temps à la fin de cet échange pour avoir un échange avec vous et les questions qu'on peut avoir en temps d'échange sur les 30 dernières minutes. Donc, je laisse la parole tout de suite à Diane. Alors, Diane a subi une opération, elle s'appelle Frédéric. Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous, et merci pour cette invitation. En fait, quand on pense vulnérabilité écologique des villes, les changements climatiques, on pense immédiatement évidemment à tout ce qui est question de chaleur. On va y venir, il fait plus chaud, puis surtout il y a de plus grandes amplitudes. On pense moins, mais c'est aussi un des enjeux à tout ce qui est du registre de la pollution et des effets induits de la pollution sur la santé, puisque plus il fait chaud, plus le climat est perturbé, plus les effets de l'organisation de nos espaces de production, les usines, les bureaux et les espaces de vie, en gros, on en subit les conséquences de santé. Il y a les questions de dépendance alimentaire, je sais que Sylvain va revenir dessus. Il y a tout ce qui est l'explosion des risques associés au dérèglement du climat, parce que c'est pas juste plus chaud, on en a parlé à l'instant, c'est les incendies, c'est les inondations, c'est sur la construction des cadres bâtis, tout ce qui est retrait, gonflement des sols argileux, et qui font qu'en gros, si vous avez une maison individuelle, la probabilité pour qu'elle trouve avec des fissures de 4, 5, 6 à 10 cm dans les 20 prochaines années est carrément non nulle sur 70% du territoire national. Donc ça pose tout ce genre de questions, parce qu'en fait, si vous avez des énormes fissures dans les maisons, il faut les réparer, mais pour les réparer, on va y venir juste à la suite de ce que je vais continuer à dire. Il faut pouvoir avoir les prêts bancaires qui vont. Donc ça pose derrière toute la question de à quelle échelle, sur quel registre, avec quels appuis, avec quel mode de contrainte on envisage et on organise nos villes. Ça pose des questions de solidarité, puisque le changement climatique, il est général, mais il ne va pas affecter toutes les villes, tous les quartiers, toutes les populations de la même façon. Et même s'il les affecte de la même façon, il n'aura pas les mêmes conséquences, parce que les besoins ou les expositions des uns et des autres, ou les fragilités des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Donc ça va
accroître certaines inégalités historiques, ça va en réduire d'autres, et puis surtout, ça va engendrer plein de nouveaux problèmes d'inégalité. Et donc, ça nous oblige à penser de manière différente des enjeux de solidarité. Deuxième élément, c'est que même si on commence tous à le voir là, qu'il fait plus chaud, que c'est plus risqué, etc., on n'a pas encore complètement mesuré les conséquences générales que ça allait avoir sur l'ensemble de nos vies. Et surtout, une bonne partie de ceux qui sont aujourd'hui à la tête du capital institutionnel, culturel, politique ou économique n'ont pas forcément intérêt à engager des transformations qui, eux, vont être coûteuses. Et donc, en fait, les institutions n'ont pas complètement commencé à bouger. Donc, ça pose pas seulement une question de solidarité à repenser, ça pose aussi un véritable enjeu démocratique. Et je terminerai par ces deux sujets-là. D'abord, de quoi on parle quand on parle de chaleur? Perpignan, en 2050, c'est 3 mois de nuit tropicale. Marseille, 80 jours de nuit tropicale. Nîmes, moi dont je viens, 75 jours de nuit tropicale. C'est-à-dire des nuits où ça passe pas en dessous de 20 degrés. Donc en fait, le corps se refroidit pas. Et donc en fait, vous commencez à être très fatigué. Résultat, ça débouche sur une augmentation de la mortalité chez toutes les personnes fragiles. Et ça, c'est hors effet d'îlot de chaleur, c'est-à-dire hors effet local de il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'aménagement des façades, il n'y a pas d'aménagement des espaces publics. Si on rajoute ça, vous pouvez passer, en gros, vous rajoutez 5, 10 à 15 jours de nuit chaude en plus par ville. Surtout, c'est pas juste un réchauffement, c'est un changement du climat. C'est-à-dire quand on pense par exemple à tous les endroits un peu verts, Annecy, je ne sais pas s'il y a des Annéciens dans la salle, ou Saint-Étienne. Eh ben, Annecy en 2050-2060, c'est un climat provençal. On arrive à un climat méditerranéen. On arrive à un climat méditerranéen à Saint-Étienne ou à Annecy en 2050. Ça veut dire qu'il n'y a pas juste une question de on est un endroit assez vert, etc., il fait frais, c'est la montagne. En fait, il faut anticiper le fait que tous les arbres que vous voyez aujourd'hui à Annecy seront morts en 2050. Donc si vous ne anticipez pas de planter aujourd'hui les espèces qui permettront d'avoir une ville climatiquement adaptée en 2050, eh ben en fait, vous allez vous retrouver à devoir gérer des forêts autour qui sèchent, donc risque incendie. Et puis dans l'espace urbain, des endroits dont vous vous dites qu'ils sont préservés de tout effet de chaleur, où vous pouvez vous promener à l'ombre. Et en fait, les arbres vont mourir. Et le temps qu'ils poussent, en 2050, ils ne feront pas d'ombre. Donc il faut arriver à anticiper ça. Je ne veux pas avoir un air catastrophiste, parce qu'en même temps, là, on parle d'un truc qui se passe dans ce dont je parle là de 2050, c'est dans 20-25 ans. Si on plante les arbres aujourd'hui, ils auront poussé. De la même manière, je travaille à Sète. Autour de Sète, on s'attend à une montée des eaux. Bon, notamment un truc anecdotique comme une grosse centrale d'épuration. Si elle est sous l'eau, elle fonctionne vachement moins bien, quoi. Le problème, c'est qu'on peut se dire que ça veut dire que ça va engendrer des coûts démesurés d'adapter la ville au changement climatique. Mais il n'y a aucun investissement humain aujourd'hui qui est financé avec une durée d'amortissement de plus de 25 ou 30 ans. Donc en gros, il faut juste qu'on anticipe que ça va être sous l'eau. Et puis le jour où il faudra la rénover, il suffira juste de ne pas la faire au même endroit. Mais elle ne sera pas sous l'eau avant d'avoir été amortie. Aujourd'hui, la quasi-totalité de nos grands investissements, de nos grandes infrastructures, etc., elles seront amorties économiquement en 2050. Donc le monde qu'on connaît, il aura complètement changé, mais on a complètement les moyens, à condition d'anticiper, de faire les bons choix politiques, d'échelonner les calendriers et de faire ça sans affronter un mur de financement. Parce que c'est l'argument qui est très souvent avancé, c'est que pour faire muter nos villes, on n'en aura jamais l'argent, ça demande énormément d'argent, oui, ça demande beaucoup d'argent, mais cet argent, on l'a,
La question, c'est que si on fait au fur et à mesure les choix qu'il faut faire, ce ne sera pas coûteux et ça pourra être fait. Sauf que ça suppose de faire bouger les petits curseurs et ça suppose que l'argent, il n'aille pas toujours aux mêmes endroits et toujours dans les mêmes poches. Donc c'est là où ça demande un tout petit peu d'anticipation. Donc en gros, il y a des enjeux d'aménagement, il y a des enjeux d'équipement, et ils vont poser des questions à la fois de diagnostic, par exemple, toutes les questions EHPAD et compagnie, en fait, si vous les anticipez pas, il y a de fortes chances qu'en fait, vous ayez du mal à les climatiser, vous ayez du mal à les financer, au-delà même du cas classique du coût du très grand âge, l'effet cumulé de l'inadaptation des bâtiments dans lesquels vous accueillerez les personnes âgées, c'est-à-dire nous, dans 30 ans. Au-delà de ça, ça pose des questions d'aménagement et des questions d'échelle. Transformer une ville, pour l'adapter, c'est transformer des logements, c'est transformer des quartiers, et c'est aussi transformer des villes. Transformer des logements, parce qu'en fait, il va falloir faire de la rénovation thermique. Alors vous avez des immeubles, ça c'est plusieurs logements ensemble, mais aujourd'hui quand vous regardez les passoires thermiques, l'essentiel des passoires thermiques, c'est des maisons individuelles. L'essentiel des maisons individuelles sont possédées par des ménages de plus de 50 ans. Et passé 50 ans, ça commence à devenir compliqué d'obtenir un prêt bancaire sur un montant lourd. Or, faire la bascule basse consommation BBC pour une maison individuelle, ça coûte autour de 50 000 euros. Obtenir un emprunt ou un crédit de 50 000 euros quand vous n'avez pas de revenus mirobolants et que vous êtes retraité, c'est quasiment injouable. Donc ça veut dire qu'une bonne partie de ces passoires thermiques, elles vont rester des passoires thermiques. Si on n'en fait pas une politique publique un peu lourde, si on n'accompagne pas, mais ça veut dire ça, quoi ? Quand je dis ça, faire une politique publique un peu lourde, ça peut paraître sympa d'aider les gens, mais je parle résultat. Là, je parle de quoi ? Je parle d'aider de la classe moyenne propriétaire. Est-ce que c'est là l'urgence ? Mais si c'est pas là l'urgence, comment on fait pour tous ces gens qui vont vivre dans des passoires thermiques, dont le patrimoine va s'effondrer, et qui, quand ils auront 80 ans, vont en plus avoir à faire face à la grande dépendance. Donc est-ce qu'on abandonne la petite classe moyenne ou pas ? Est-ce qu'on en fait un enjeu de priorité publique ? Ça, c'est une vraie question qui va se poser. Deuxième élément, c'est la question de l'échelle à laquelle on travaille. Je disais le quartier. Le quartier, il y a eu toute cette vague, on en entend un tout petit peu moins parler, mais des éco-quartiers. On crée des nouveaux quartiers pour les adapter aux enjeux climatiques de demain. Résultat, ça faisait quand même essentiellement des enclos beaucoup plus chers que les quartiers environnants, qui étaient écologiquement durables, peut-être, pas tous, mais socialement, qui ne produisaient pas une ville socialement durable, parce qu'il n'y avait quasiment aucune mixité, et vous faisiez la solidarité à l'échelle du quartier, mais pas à l'échelle de la ville. Et si vous imaginez généraliser ça à l'échelle de la ville, en fait, ça veut dire qu'il y a plein de populations qui peuvent plus se loger dans la ville. Ça pose la troisième échelle, celle de la ville, c'est-à-dire la table ronde juste avant, là, ici, qui parlait des quartiers populaires, on l'a abordé un tout petit peu, cette question-là, en disant, en fait, ok, à Saint-Denis, il y a la loi SRU, à Neuilly, il n'y a pas la loi SRU. C'est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'en fait, à l'échelle de la ville, il y a des villes qui vont avoir les moyens de payer la végétalisation, de payer l'adduction d'eau, de payer... Parce que faire baisser les îlots de chaleur urbains, c'est faisable. Hein. Déjà, en gros, quand vous avez une rue, si vous enlevez les voitures de la rue, vous baissez facilement de 5-6 degrés la nuit les effets potentiels du rayonnement thermique que la carrosserie a récupéré pendant la journée. Si vous mettez des arbres, vous le baissez de 2-3 degrés.
Si vous mettez du revêtement plus blanc que du goudron noir, vous baissez d'1 ou 2 degrés. Si vous mettez des couloirs d'eau, vous baissez de 4-5 degrés. Donc, mais tout ça, c'est des investissements. Il y a des communes qui vont pouvoir le faire et des communes qui ne vont pas pouvoir le faire. Et à la fin des fins, ça pose la question de savoir, dans les villes, les habitants vous allez avoir des habitants qui auront autour d'eux un accès à des espaces publics protégés ou à de la nature, et des villes dans lesquelles, par la simple organisation de la ville, ce ne sera pas le cas. Il y a eu des mesures comme ça pendant le Covid. Si vous regardez le pourcentage de la population pendant le Covid qui avait accès à un espace naturel au moment le pire du confinement. En fait, à l'échelle nationale, c'était à peu près stable. Vous aviez autour de 10 à 15% de la population, quel que soit son niveau de richesse, qui avait accès à un espace vert. Qui était privé d'espace vert. Pardon, excusez-moi. 10 à 15% qui étaient privés d'espace vert. Paris, c'était à peu près pareil. 10 à 15% de la population privée d'espace vert. Marseille et Lille, 30 à 40% des plus pauvres n'avaient pas d'espace vert pendant le confinement. Et le reste de la population, en revanche, comme partout ailleurs en France. Donc c'est l'organisation de la ville produit de l'inégalité qui aura des conséquences directes sur la qualité de vie des habitants, dans l'accès à la nature, dans l'accès à la possibilité de faire du sport, etc. etc. Alors, cette adaptation-là, elle va poser des questions de financement et des questions politiques. Question de financement parce que je parlais de maisons individuelles, mais de fait, l'individualisation de nos villes conduit au fait que sur des transformations comme celles dont on va avoir besoin, qui demandent beaucoup d'argent, comment on organise les collectifs qui vont pouvoir payer? Comment vous organisez la mutualisation des investissements? Faire de la mutualisation d'investissement dans un lotissement, c'est pas facile. Parce que ça suppose d'arriver à coordonner des acteurs qui sont pas du tout du tout culturellement préparés à ça. Quand vous avez un immeuble propriété d'un bailleur social, par exemple, peut-être qu'il n'a pas l'argent ou pas la volonté de le faire, mais enfin, quand vous arrivez à le contraindre ou à le convaincre de le faire, il rénove son bâtiment. Faire muter un lotissement, c'est beaucoup plus compliqué. Le deuxième élément, j'en parlais tout à l'heure, c'est l'accès au crédit. Et aujourd'hui, si vous vous projetez à horizon 2035-2040, vous avez un énorme problème, moi que j'appelle ça le papy crash. C'est qu'en gros, entre 2035 et 2040, vous avez une vingtaine de départements ruraux ou périurbains dans lesquels 50% du stock de logements revient sur le marché. En économie, quand vous avez 50% du stock qui est remis sur le marché, ça s'appelle un crash. C'est-à-dire que les maisons, elles vaudront plus rien. Parce qu'en fait, il y aura énormément de maisons à vendre partout. Simplement parce que les baby-boomers vont tous mourir ou partir à l'EHPAD en même temps. Et comme ils sont massivement propriétaires, à plus de 50% de propriétaires dans ces endroits-là, le prix des maisons va s'effondrer. Sauf que quand la maison vaut plus rien, c'est super compliqué de faire d'avoir les soutiens bancaires pour faire les investissements de rénovation, d'adaptation. Et dernier élément sur la question d'argent, c'est une bonne partie de l'économie dans laquelle on vit, elle le tient sur les questions d'assurance. On l'a vu au moment de l'incendie de Los Angeles, même dans les endroits les plus riches de la planète, Beverly Hills, Malibu Beach, etc., les assureurs ont dit « j'arrête d'assurer ». Votre maison, elle vaut 1 million, j'arrête de l'assurer. Je m'en fous que vous ayez l'argent, j'arrête d'assurer. On a aujourd'hui en France des communes qui commencent à avoir des difficultés à s'assurer. Et il y a eu des travaux là-dessus. La prime annuelle d'assurance biens et personnes, on s'attend à ce qu'elle augmente de 200 à 500% sur toute la moitié ouest de la France dans les 20 prochaines années. Ça veut dire que vous avez plein de gens qui ne pourront plus s'assurer. Donc comment on organise ces questions-là? Et dernier point, ça pose des questions, donc des questions financières et des questions politiques. Des questions politiques parce que ça suppose de nouvelles solidarités territoriales à construire,
par rapport à tout ce que je viens de dire, ça suppose aussi de repenser les questions de solidarité sociale. La question de la rénovation énergétique, du coût de l'énergie, du coût des charges, comment est-ce qu'on en répartit la charge? Comment on fait en sorte que ce soit, par exemple, pas adossé à la consommation? Parce qu'en fait, ceux pour qui la consommation des matières carbonées et tout pèse le plus dans le budget, c'est les plus pauvres. Alors ils consomment moins que les plus riches, mais proportionnellement, c'est une part plus importante du budget. Et donc, ça pose un vrai sujet. De la même manière, comment est-ce qu'on accompagne, et on en parlera je crois tout à l'heure, sur les questions de mobilité. Faire muter la ville, c'est un vrai... ça va poser des questions de calendrier et des questions d'impact différencié sur les populations. Et donc en gros, à partir de là, on a une vraie question qui nous est posée de nature démocratique. C'est-à-dire comment est-ce que on fait ces transformations qui sont majeures? Est-ce qu'on le fait de manière, je dirais, un peu classique? On a tendance à le faire comme ça depuis le milieu du 19e siècle, en se basant sur une avant-garde un peu éclairée, qui va imposer des nouveaux standards, et la tendance suivra. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ce qui s'est passé pendant les Gilets jaunes. Pas besoin de faire un dessin sur le fait qu'imposer des changements raides qui vont in fine peser beaucoup plus fort sur les catégories les plus fragiles et les plus pauvres, ça pose un vrai problème social et un vrai problème d'acceptation politique. Deuxième élément, on a une furieuse tendance à ne pas faire assez confiance aux habitants dans cette histoire-là. Et à dire, en gros, on va penser les choses pour eux, pour leur bien, parce qu'on pense qu'ils sont trop cons pour avoir compris ce qui était en train de se jouer. Et pour terminer par ça, mais on en parlait à l'instant, je travaille beaucoup sur des questions de concertation, de participation, et notamment en ce moment on accompagne toute l'agglomération de Sète sur les conséquences et l'adaptation au retrait, à la montée des eaux, quoi. Au fait que le littoral va reculer, et ben en fait ce qui était spectaculaire dans tout le travail de concertation qu'on a mené, c'est que les habitants du territoire n'étaient pas des spécialistes de l'économie foncière et immobilière, ils n'étaient pas spécialistes de l'hydrologie, etc. Mais en fait, de manière globale, ils avaient une vision extrêmement fine et politique de ce qui était en jeu, et ils interpellaient d'abord et avant tout les élus du territoire sur la nécessité de mettre en place des solidarités extrêmement exigeantes, sociales et territoriales. Et donc, contrairement à ce qu'on a... C'est quand même un territoire qui, en dehors de son député, a une furieuse tendance à voter à Rennes. Contrairement à ce qu'on pense, les habitants de ce pays ne sont pas de dangereux et furieux réactionnaires patentés. Quand on fait confiance et qu'on prend le temps d'aller mettre en discussion les enjeux stratégiques auxquels on est confronté, en réalité... les discours et les trames politiques qui sont mobilisés sont extrêmement favorables à des transitions, je dirais, progressistes au sens très très large, pour embrasser très large le spectre. Donc il ne faut pas avoir peur de mettre ces sujets qui peuvent se sembler très complexes, très techniques et très lointains, de manière la plus démocratique possible sur la table, parce qu'en réalité, c'est la seule façon d'arriver à construire des rapports de force exigeants face à ceux qui sont les vrais freins, c'est-à-dire ceux qui aujourd'hui tiennent le capital et qui organisent et financent une économie urbaine dont on voit bien qu'elle est dysfonctionnelle. J'étais un peu long. Merci. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors moi je ne suis pas une spécialiste, hein. Je suis, comme Sylvain vous l'a dit, élue à la mairie de Saint-Paul. Et je ne sais pas si vous vous rappelez que l'année dernière, certains avaient proposé Huguette Bello comme Premier ministre, et ça a été notre maire de 2020 à 2021.
Et puis en 2021, elle a été élue à la région, donc nous avons élu son premier adjoint qui est de son parti. Et nous sommes donc une liste plurielle avec des LFI, des écologistes et puis quelques PS, mais bon, ils ressemblent plus trop à rien. Et, et des gens du parti du GET, le parti qui s'appelle PLR, pour la Réunion. Alors, je vais essayer de vous montrer que dans les Outre-mer, nous aussi, nous souffrons des changements climatiques. Je vais vous donner d'abord quelques chiffres sur Saint-Paul rapidement. Ensuite, je vais vous parler du dernier cyclone, le cyclone Garance. Et pour conclure, j'ai regardé dans le programme pour les municipales ce que les camarades nous conseillent de mettre en place. Eh bien, figurez-vous qu'à Saint-Paul, on a déjà bien avancé le travail. Donc, je suis très fière de ma commune et très fière des élus et de mon maire. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Saint-Paul, Saint-Paul est une ville de 106 600 habitants, donc c'est une ville moyenne en fait. Et elle s'étale sur 24 000 hectares, 241 mètres carrés. Alors pour comparer, je me suis dit, tiens, je vais leur dire que Caen, par exemple, qui a à peu près le même nombre d'habitants, 106 000 et quelques, fait 26 km², donc 2600 hectares. Donc nous, 24 000 hectares, de la mer à la montagne. Le plus haut sommet fait 3000 mètres. Et nous avons donc un paysage étendu, divers, des quartiers divers. On a la plage, la montagne, des cirques dans lesquels on ne peut venir qu'à pied, des zones industrielles dans les bas. Donc c'est une commune très riche à gérer, pas riche financièrement, hein, mais bon, très, très, très intéressante à gérer, mais avec des problématiques très diverses. Je vous dis quand même, le taux de pauvreté à Saint-Paul, il est de 32%. À La Réunion, il est de 36%. Donc c'est important quand même. On a toujours été, si vous voulez, à La Réunion, habitués aux cyclones. Toujours. Hein. Les cyclones arrivaient, on se calfeutrait pour ceux qui avaient des maisons en dur. Parce que quand j'étais petite, il y avait beaucoup de gens qui avaient des maisons en tôle et eh bien, elles partaient avec le cyclone. Il fallait reloger ces gens. Mais l'impact du cyclone Garance, qui est arrivé entre le 28 février et le 1er mars, a été assez dévastateur. Alors, ce cyclone, il nous a donné des vents de 200 km/h, surtout dans les hauts, et de très fortes pluies de 400 à 500 mm en quelques heures. Pour la petite histoire, les météorologues estiment qu'à 300 km/h, on n'existe plus. Hein. Saint-Denis est détruite, Saint-Paul est détruite, etc. Donc le territoire est très étendu, comme je vous le disais, il a subi de fortes dégradations sur ses infrastructures, sur ses équipements publics, sur la population et les acteurs économiques, les agriculteurs, les éleveurs et les commerces. Alors, pour la pluie, on risque toujours à Saint-Paul de toute façon des crues et des inondations. Le maire aime bien le dire, le rappeler, on a 14 ravines qui se déversent dans notre étang, dans l'étang Saint-Paul, qui est classé Ramsar. Alors c'est plus Ramsar maintenant, je ne sais plus, mais qui est quand même classé. Et son alimentation rapide lors de Garance a dépassé le seuil historique de 1989. C'était le cyclone Fakir. On a des jolis noms pour nos cyclones. Et de nombreuses habitations, là, en février, ont été inondées. La ravine Saint-Gilles, le pont s'est effondré et le pont a été complètement inondé. Et toute la ville de Saint-Gilles, c'est un petit village amélioré, on va dire, a été inondée, emportée. La crue historique était de 5,30 m et elle a été dépassée. Et des coulées de boue ont envahi tout le village. La Saint-Gilles, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la station balnéaire Saint-Gilles-les-Bains de La Réunion. Donc les vents, je vous l'ai dit, ils étaient très violents dans les hauts. Alors nous avons mis en place un PC de crise
Il a duré 4 jours, le PC de crise, du 27 janvier au 2 mars. Alors, il a consisté à gérer la crise et à secourir la population. Nous avons eu plus de 800 appels sur Saint-Paul en 3 jours. Nous avons mobilisé 1200 agents de la commune. Nous avons 3000 agents dans la commune. Donc, plus d'un tiers. Pour la coordination des secours, les interventions techniques, la gestion de l'hébergement d'urgence. On a mis en place 17 centres d'hébergement. On a eu 220 sinistrés dans les centres. Et alors, les sinistrés, c'est la plupart du temps, c'est les SDF ou les gens qui habitent dans les ravines, dans les zones rouges, parce qu'il y a quelques maisons construites dans les zones rouges. Et la gestion des centres de vie aussi, parce qu'on avait des gens malades, sous dialyse, etc., qu'il fallait surveiller. Et tout cela, il a fallu 1200 agents pour gérer tout cela. Et puis après le cyclone, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut débarrasser Saint-Gilles de sa boue, il faut nettoyer, il faut remettre en état les infrastructures, les équipements publics. Nous avons aussi mobilisé le CCAS, bien sûr, pour les personnes les plus fragiles, les personnes âgées éloignées. On a des endroits à Saint-Paul où il y a des personnes âgées qui vivent assez loin des bus, loin des transports en commun. Et bien tout ça, je vais vous donner une idée de ce que ça nous a coûté. La mobilisation des agents pendant donc plus d'une semaine entre le centre de secours et la remise en état nous a coûté 200 000 € en heures supplémentaires. D'accord. Pour les dégâts, l'ensemble est évalué à 13,8 millions. Mais c'est un chiffre provisoire puisque tout n'a pas pu être remis en état encore. Je vais vous dire pourquoi après. Alors on a 10 millions pour les routes et pour les ponts et pour l'ensemble du réseau communal. 1 million pour les équipements publics, les écoles, les équipements municipaux, le cimetière, la médiathèque, etc. Et 3 millions à peu près pour le réseau d'eau potable. Alors, il est évident que la commune ne pourra pas supporter ce coût seule. Et les dépenses de remise en état doivent être sont subventionnées en principe par l'État. Et nous attendons toujours, moi j'ai quitté la Réunion en juillet pour les vacances, on attendait toujours les aides de l'État via le fonds de solidarité de l'outre-mer et les fonds européens Restore. Donc tout n'est pas encore fait. On a juste réparé le pont de la ravine Saint-Gilles et débarrassé Saint-Gilles de toute sa boue et remis tout en état. Alors, ce qui est intéressant dans notre cas, c'est qu'on est tous LFistes et on est un peu communalistes. Et au niveau de la commune, on fait tout pour protéger notre population, pour aider notre population. Et nous y arrivons. Nous y arrivons. La commune, pour moi et pour nous LFI, est le niveau parfait où on peut aider les citoyens, on prend en compte leurs demandes, etc. Mais si vous pensez par exemple à Madagascar, parce que les cyclones commencent par la Réunion et ils arrivent sur Madagascar, nous on est un pays riche, hein, et Madagascar, quand le cyclone arrive, il fait des dizaines de morts. Et il détruit dans une proportion incroyable les habitations, les réseaux, etc. On a eu, pour Garance, on a eu un seul décès, malheureusement. Je crois que c'est un SDF qui n'a pas voulu rejoindre un centre d'hébergement. Et donc le souci qu'on a, nous, et c'est ce que disaient les intervenants avant, c'est que c'est pas la Réunion toute seule ou Saint-Paul toute seule qui va régler les problèmes de changement climatique, et qu'il faudrait que ce soit pris en charge au niveau de l'État en fait. Alors nous, on a mis quand même des choses en place à la commune de Saint-Paul. Dans une perspective d'adaptation au changement climatique, on a adopté un plan, par exemple, prévoyant des lieux adaptés, notamment pour les personnes vulnérables. On a
débétonner, on est en train de débétonner et végétaliser les cours d'école. On restaure au maximum les écosystèmes. Alors, les berges et les cours d'eau, des berges et des cours d'eau, des littoraux. Un des ministres qui est venu récemment, il a visité la plage de l'Ermitage où on a replanté des endémiques, si bien que l'eau, on a aussi des problèmes de mer qui entrent dans les terres, hein, un peu comme Sète, mais pas autant, mais la côte est quand même menacée. Et donc, les arbres arrêtent en fait l'eau et absorbent toute l'eau. Et on a remarqué que au dernier cyclone, les maisons de bord de mer ont été relativement épargnées. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? La plage de l'Ermitage. On a reconstitué au Brisant, sur une autre plage, la plage corallienne. On a mis en place une réserve citoyenne communale. Ce sont des jeunes, ça s'appelle réserve citoyenne communale de sécurité civile. Ce sont des jeunes qui aident dans des situations extrêmes. Donc, ils nous ont aidés pendant le cyclone. Et on a mis aussi en place les assises saint-pauloises sur la réduction des risques majeurs en octobre 2024. Et pour ce faire, on a invité la ville de Nice à venir discuter avec nous, parce que la ville de Nice, même si ce n'est pas une ville LFI, la ville de Nice a réfléchi aussi à ces problèmes de changement climatique. Et ils ont été très contents qu'on se rencontre et qu'on échange sur ce qu'ils savaient faire et ce que nous, on savait faire. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Merci. Donc, nous avons respecté le tour de parole prédéfini. Diane Strauss, comme le disait Sylvain, je dirige la branche française de l'ONG TNI, Transport et Environnement, et on est spécialiste de la décarbonation des transports. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la transition des mobilités dans les villes et à quel point, en fait, c'est un sujet qui est quand même assez tendu. Donc on le disait, il faut déjà avoir moins de voitures dans les villes, ne serait-ce que pour une question d'îlot de chaleur et d'adaptation à la ville, mais aussi pour des raisons sanitaires, parce que comme vous le savez, une grande partie de la pollution de l'air, pas uniquement, mais une grande partie est due aux particules émises par les voitures. Et cette pollution de l'air, elle tue 48 000 personnes par an. Alors on en discutait avant avec des collègues, c'est un peu abstrait, mais en fait ça se traduit surtout par des AVC, notamment chez les personnes jeunes, une plus grande prévalence de maladies d'Alzheimer et bien évidemment des problèmes respiratoires chroniques chez les plus vulnérables. Mais donc il n'y a pas que les problèmes respiratoires et c'est vraiment un enjeu très fort sanitaire. Et puis, ne serait-ce que pour aussi la qualité de vie, il va être important d'avoir moins de voitures en ville. Donc, on a un projet général qui se met en place d'avoir moins de voitures en ville, mais qui crée un certain nombre de tensions et de relations de pouvoir entre une population urbaine qui veut se débarrasser des voitures parce qu'en réalité, elle n'en a pas vraiment besoin, elle peut faire des trajets interurbains, et une population périurbaine qui est souvent une population plus précaire, qui a été repoussée dans les zones périurbaines parce que les loyers en centre-ville sont trop chers et qui est très dépendante de la voiture et qui a besoin de la voiture pour aller en centre-ville, surtout pour travailler. L'aménagement des mobilités de manière plus générale tend à créer des conflits aussi entre usagers. On le voit à Paris sur le vélo, entre le vélo, la marche, les automobilistes, parce que c'est une réallocation de l'espace et que forcément ça crée des tensions. Et les politiques qui ont été mises en œuvre, elles sont nécessaires, mais elles ont créé des tensions et un terreau assez fertile, assez inflammatoire sur notamment la question de la voiture, la bagnole comme on l'appelle, hein, et comme notre président aime l'appeler aussi. Et donc, en fait, la bagnole, c'est très sensible. Et c'est sensible au niveau local, quand ça structure notamment autour des zones à faible émission,
mais ce n'est pas qu'une question locale. Ce qui va se passer au niveau local va être utilisé, instrumentalisé au niveau aussi national. Et donc, ce qui va avoir lieu au cours des municipales qui vont se dérouler en 2026, ça va être des discussions locales, mais qui en fait, derrière ces discussions locales, en embuscade, il y aura des questions nationales et les présidentielles, bien évidemment. Parce que ces questions de transition des mobilités, elles sont instrumentalisées. Les populistes, en fait, font de la voiture une arme de choix pour leur discours. Alors, pourquoi ? En fait, il y a un fond assez juste dans le diagnostic aussi des partis populistes sur l'écologie punitive. Donc il faut le dire, il y avait un certain nombre de fondements sur ce qui s'est passé ces dernières années, qui explique le mouvement des Gilets jaunes et le mouvement anti-ZFE, qui est que les populations qui prennent la voiture sont souvent captives de la voiture. Et quand elles sont modestes, en fait, il faut savoir que 85% des ménages achètent sur le marché de l'occasion. 85% des ménages ne peuvent pas acheter une voiture neuve, qu'elle soit thermique, qu'elle soit électrique. Donc, en fait, c'est très difficile pour ces populations, pour qui déjà la mobilité coûte cher, de changer de voiture. Comme on le disait, ils habitent souvent, les périurbains habitent là aussi par la force des choses, et en plus rajoute à cette colère et à cette frustration d'avoir l'impression d'avoir des injonctions de changer de voiture, une question budgétaire générale, qui est que les automobilistes contribuent à hauteur de 30 milliards au budget général, ce qui est très très élevé, par des taxes sur le carburant, et en zone rurale et périurbaine, ils n'ont pas vu apparaître d'alternatives, alors qu'ils ont vu que dans les centres-villes se développer des pistes cyclables, des trams, etc. Donc finalement, l'impression, en plus, de perdre sur l'équation économique. Et donc cette colère, c'est un terreau fertile pour les populistes, qui sont assez malins et qui vont finalement essayer de créer un clivage entre les automobilistes et le parti pro-automobiliste, le parti du bon sens, le parti des gens, qui connaît les gens et leurs habitudes, et des partis anti-bagnole, qui vont être les écolo-bobos, les urbains, etc. Et ce clivage, il est malin, parce qu'on est tous plus ou moins automobilistes à un moment dans notre vie, et qu'il y a quand même une grande majorité de gens qui ont une voiture, et qu'en fait, voilà, il crée une adhésion assez forte. Et donc, face à ce constat-là en fait, finalement, où on en est et pourquoi on n'arrive plus à parler voiture, les forces progressives, et ça c'est le résultat d'une note qu'on a écrite avec la Fondation Jean Jaurès, les forces progressives, qui sont les partis progressistes, ont eu beaucoup de mal à se positionner sur les enjeux, notamment comme les zones à faible émission. Parce qu'à la fois, on veut protéger les 48 000 personnes qui meurent de la pollution de l'air, et à la fois, on comprend qu'il y a un certain nombre de personnes captives et qu'on ne veut plus jeter d'huile sur le feu. Et donc, les forces progressives ont été un peu sidérées ou tétanisées face aux attaques des partis populistes, et notamment du RN. Et vient le moment, finalement, avec les municipales et les présidentielles, le moment de réinventer un nouveau discours et d'arriver avec une proposition constructive, et de sortir de la réaction et d'arriver vers quelque chose de propositionnel. Et donc là, les deux propositions qu'on fait, ou que je fais autour de cette table ronde sur les municipales notamment, la première, c'est reconstruire un récit réconciliateur. Parce qu'en fait, quand on parle bagnole ou vélo, on a tendance à opposer non seulement les modes, mais aussi les gens. Et qu'en fait, le projet d'une ville durable, ça va être de donner le choix aux gens. De donner le choix pour les gens qui entrent, qui sortent, et pour les gens qui vivent dans la ville. Et donc, on n'est pas obligé de se concentrer sur on veut tel mode, mais ce qu'on veut, c'est des transports qui soient économiques, confortables, fonctionnels, sécurisants, pour tout le monde, et qui correspondent à leurs usages. Et ça, je pense que c'est un discours important, et notamment parce que on a tendance à beaucoup se concentrer sur la place du vélo, mais il ne faut pas oublier que le vélo, c'est aussi quand même réservé à une population assez jeune, et que le vélo, ça devient un totem de l'écologie ostentatoire, comme on l'appelle. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, vous avez les gens qui prennent la voiture, qui ne prennent pas l'avion, mais qui ont besoin de leur bagnole tous les jours pour aller en zone périurbaine, en centre-ville. Eux, en fait, ils ont un bilan climatique assez faible, ils sont assez
en fait, ils ont une sobriété contrainte, comme on l'appelle, et alors que finalement, on a des urbains qui sont assez dépensiers, consommateurs de CO2, mais qui sont très fiers d'avoir leur vélo. Voilà. Et donc, en fait, c'est vécu comme une agression, c'est vécu maintenant comme un marqueur social. Et donc, je vous recommande la lecture d'une note qui a été faite par l'IDRI et par l'Onclimat, qui dit qu'en fait, maintenant qu'on a réussi à rallier beaucoup de gens pour revenir sur le récit, qu'on a réussi à rallier beaucoup de gens sur la question écologique, il faut qu'on évite de continuer à utiliser des logiques minoritaires de conflit, de clivage, parce que ce que ça fait, c'est que ça ostracise les discours écologiques, et qu'au contraire, la lutte pour le changement climatique, elle doit intégrer de manière substantielle les luttes sociales, les questions économiques, etc. Et pour le transport, c'est d'autant plus vrai que voilà, en fait, il faut vraiment intégrer tout le monde, et donc finalement, il faut aussi réconcilier les forces progressives avec la voiture, avec la bagnole, et comprendre que même si on n'aime pas la voiture, en tout cas, on peut quand même comprendre les automobilistes. Donc ça, je pense que c'est un discours assez important. Être réconciliateur et éviter le clivage pour le clivage, et chercher le fait majoritaire pour pouvoir aussi embarquer ces gens qui sont contraints dans un projet de transition à long terme. C'est que sur le discours, mais dans une période aussi polarisée que celle dans laquelle on est actuellement, ça me semble important. Après, il y a le projet politique. Comment on fait maintenant pour faire la transition des villes, et quelles sont les propositions que nous, on fait pour la transition des villes, des mobilités dans les villes. La première chose, c'est qu'il faut bien évidemment comprendre l'ensemble des flux entrants et sortants. Et donc un schéma, refaire les schémas de circulation de la ville en prenant en compte ces flux. En fait, on a une tension entre le fait que le maire s'occupe purement et simplement de sa ville, et pas des zones périphériques, des gens qui viennent travailler, etc. Donc il y a forcément une réflexion à avoir entre la ville et la région pour comprendre comment on peut organiser les flux des personnes, et régler la question des mobilités, pour éviter aussi cette tension entre urbains qui votent pour le maire et périurbains qui ne votent pas pour le maire. Donc ça fait partie un peu de la to-do des élus, de se dire, voilà, maintenant il faut aussi que j'élargisse un petit peu le périmètre de ma compréhension des enjeux. Et la réelle solution pour limiter l'usage de la voiture en ville, c'est d'offrir une solution qui est à la fois, on le disait, économique, confortable et sécurisante. Parce qu'en fait, vous avez peut-être déjà essayé de prendre un vélo sur une départementale. Vous n'avez pas réitéré l'expérience parce que vous avez eu peur pour votre vie. Bon, voilà. Et en fait, les gens, ils sont très rationnels quand ils prennent les transports, et ils sont assez rationnels quand ils prennent la voiture. C'est soit qu'ils n'ont pas le choix, soit vraiment qu'en fait, c'est vraiment beaucoup plus confortable pour eux. Et donc, l'objectif dans la transition des mobilités, c'est d'offrir des mobilités qui soient économiques, confortables et sécurisantes. Et si vous regardez, en fait, il n'y en a pas tant que ça qui réunissent ces trois-là. Par exemple, l'avion, c'est moins cher que le train, souvent. Le vélo, c'est rarement sécurisant. Et donc, ce qu'on propose, c'est notamment, on a fait une grande étude avec une entreprise de covoiturage qui s'appelle Ecov, c'est de faire des cars express régionaux. Parce qu'en fait, quand on pense à ces flux, on pense souvent au train. Je vois souvent le train dans les programmes de parties. En fait, on ne peut pas mettre du train partout. Le train, c'est très cher. On ne peut pas mettre une gare dans chaque ville. On ne pourra pas étendre le réseau ferré. Et donc, finalement, le train, ce n'est pas vraiment une solution. On peut augmenter les cadencements sur les réseaux qui existent. On peut s'assurer que le service soit bon. On peut laisser les petites lignes ouvertes. Mais on ne peut pas permettre aux territoires périurbains de simplement se mouvoir grâce au train. Et donc, il faut finalement utiliser un réseau qui existe déjà et qui est très très bien fourni en France, qui est le réseau routier, pour faire de la route un transport en commun. Et alors, comment on fait de la route un transport en commun ? Vous créez des cars régionaux à haut niveau de service qui desservent les zones périurbaines très denses, pour ne pas créer de nouveaux de l'artificialisation des zones des sols sur les zones peu denses. Donc sur les zones denses, vous mettez du car qui vient toutes les 15 minutes, qui a du Wi-Fi et qui vous amène en centre-ville sans avoir à garer votre voiture.
Et ça, en fait, quand ces cars se développent, ça fonctionne très bien. C'est la ligne Voiron, Grenoble. Les gens, finalement, abandonnent leur voiture parce que c'est plus confortable de pouvoir prendre un car qui les amène très rapidement, en une vingtaine de minutes, dans un centre-ville. Et quand on regarde si c'est possible d'étendre des cars régionaux au niveau de toute la France, puis sur les lignes plus granulaires, de mettre des lignes de covoiturage avec la garantie que toutes les 5 minutes, vous avez un conducteur sur une ligne dédiée, ou si vous n'avez pas de conducteur, vous avez un taxi. Et ben ça, c'est confortable, c'est sécurisant, c'est économe. Et ben les gens, ils ont tendance à accepter ça. Et on pourrait couvrir jusqu'à 23 millions de personnes et donner une alternative à la voiture jusqu'à 23 millions de personnes si on mettait en place ce réseau de cars express régionaux et de lignes de covoiturage en France. C'est énorme, 23 millions de personnes, et ça coûte 4 milliards d'euros. Donc ça, c'est une des solutions pour gérer les flux régionaux vers les villes. Après, il y a bien évidemment le développement du vélo, mais bon, vous ne faites pas beaucoup plus que 5 km en vélo, donc ça reste une solution pour être rabattu vers une gare ou vers un car express ou pour la ville elle-même. Et puis après, pour tous ceux qui sont en milieu rural et qui n'ont pas de solution de transport en commun, il faudra bien évidemment qu'ils aient une voiture. Et cette voiture, elle doit être électrique, si possible relativement compacte pour éviter trop de dépenses de matières premières, avec des parkings relais, etc. Et donc ça, finalement, cette organisation-là, elle est tout à fait possible, elle est déjà accessible finalement, parce qu'on a les technologies, on a tout ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est de l'investissement. Et cet investissement, il coûte globalement 6 à 7 milliards par an en frais de fonctionnement, et c'est quand même substantiel. Donc il faut un nouveau pacte social, bien évidemment, de manière assez générale, pour que finalement on réussisse à créer cette transition et réussir à notamment mieux taxer tous les comportements de transport très polluants que sont l'avion, les croisières, les yachts, les jets, et pouvoir récupérer cette manne pour en partie financer ce système de transport qui serait plus durable, plus vertueux et qui offre une réelle alternative. Et c'est seulement une fois qu'on aura fait ça qu'on pourra penser finalement à fermer nos villes aux voitures les plus polluantes et aider vraiment les plus modestes à passer à d'autres solutions. Et c'est pour ça que les ZFE sont venus comme un irritant et qu'il a été nécessaire, je pense, de limiter l'application des calendriers. Par contre, on en parlait, il me semble nécessaire de garder le dispositif légal, parce que le dispositif légal, en fait, c'est un dispositif qui nous permet de remplir nos obligations vis-à-vis de la Commission européenne et aussi d'avoir des aides européennes pour décarboner nos mobilités. Merci. Merci à tous les trois. Moi, deux points. Je vais parler des transports, mais dans un deuxième temps, sinon je vais épuiser tout mon temps sur la question des transports et des ZFE. Le premier point que je voulais évoquer là et mettre dans la discussion, c'est l'autonomie alimentaire et tendre vers l'autonomie alimentaire, puisque c'est là aussi essentiel dans l'adaptation à nos villes, au changement climatique demain, et comment parler de l'agriculture et de la ressource entre guillemets alimentaire sans évoquer la loi du plomb, c'est pas possible. Donc je veux vraiment commencer par ça, parce que avec la loi du plomb, avec laquelle on a entendu beaucoup de choses avant l'été, qui a été adoptée à l'Assemblée nationale juste avant l'été, cette loi ne va en rien régler l'autonomie alimentaire et en rien régler notre modèle agricole existant aujourd'hui et en difficulté aujourd'hui. Bien au contraire, avec la loi du plomb, c'est encore plus mettre les agricultrices et les agriculteurs de notre pays aux mains du marché, aux mains de l'agrobusiness, puisque c'est une loi qui a été faite par l'agrobusiness et pour l'agrobusiness. Donc c'est une loi qui vraiment met en danger l'agriculture, les agricultrices et les agriculteurs, mais qui met en danger aussi la biodiversité et plus généralement la santé publique de toutes et tous. Donc il y a vraiment cet enjeu-là d'alimentation et alimentaire qui doit être central, en tout cas dans les prochaines échéances, mais dans les prochaines échéances municipales, mais dans les prochains combats qu'on va mener, c'est comment on nourrit la population et
comment on produit et comment on consomme. Et effectivement, ça, c'est vraiment le gros sujet qui va venir. Sur la loi du plomb, il y a quand même eu cette mobilisation, et donc, en dire un mot, quand même une mobilisation exceptionnelle avec la pétition qui a dépassé les 2 millions, puisqu'aujourd'hui, on a 2 126 000 signatures à aujourd'hui de cette pétition. C'est exceptionnel, puisque c'est une pétition qui a été faite sur le site de l'Assemblée nationale, donc qui demande quand même de faire une certaine démarche pour pouvoir s'inscrire. À titre de comparatif, la pétition pour la privation de l'aéroport de Paris, c'était 1,09 million. Et pourtant, il y avait eu là, pendant plusieurs mois, des collectes de signatures. Et on était arrivé, j'ai envie de dire, qu'à 1 million. Là, en quelques semaines, la pétition contre la loi du plomb a dépassé les 2 millions et va permettre d'avoir un débat à l'Assemblée nationale. Un débat qui va malheureusement pas contraindre le gouvernement à retirer cette loi, puisque ça va être un débat, mais sans vote et bien sûr sans retrait de la loi. Et c'est pourquoi à la France Insoumise, on a décidé, le groupe parlementaire de la France Insoumise, de déposer dans notre prochaine niche parlementaire qui aura lieu fin novembre, de déposer une proposition de loi pour abroger la loi du plomb, puisque vous avez certainement été au courant, mais le Conseil constitutionnel a censuré l'article 2, qui était celui de réintroduire les néonicotinoïdes, le pesticide tueur d'abeilles, mais il reste dedans, dans cette loi, par exemple, le développement des fermes-usines. Il reste dans cette loi encore beaucoup de mesures qui vont bien sûr avoir un impact direct sur l'écologie et dans lesquelles, bien sûr, on va s'opposer fortement. Donc nous, c'est effectivement porter une autre agriculture, une agriculture plus écologique, j'ai envie de dire, mais plus respectueuse de l'environnement, plus respectueuse du bien-être animal et plus respectueuse de l'ensemble de la population, que ce soit les agricultrices et les agriculteurs, mais aussi les voisins et toute la population. Et alors souvent, on nous dit, oui, mais ça ne fonctionne pas, vous êtes quelques bobos à vouloir faire ça dans votre coin, mais ça ne fonctionne pas, c'est pas rentable, c'est ce qu'ils nous disent à longueur de journée. Eh bien, il y a quelques semaines, tu parlais, Frédéric, d'Annecy. Apparemment, il y a plusieurs personnes d'Annecy ici. J'en vois. J'étais lors d'un déplacement pour une réunion sur les ZFE, j'y reviendrai après. Mais on est allé visiter une ferme urbaine. Donc, c'est une ferme qui est vraiment dans le centre-ville d'Annecy, même au milieu des immeubles. Et sur 2800 hectares, on a un couple de paysans qui est installé sur des terres communales et qui fait du maraîchage, donc qui va faire des fruits et des légumes, notamment. Ils produisent entre 12 et 13 tonnes de légumes par an sur ces 2800 hectares, mais ils vont donc distribuer ces légumes, mais au-delà de la distribution de ces légumes, c'est de la production de plants, c'est des ateliers éducatifs, notamment avec les écoles et le plus jeune âge, c'est la fourniture aussi de différents restaurants ou de distributeurs locaux, c'est les plants potagers pour l'ensemble de la population, c'est de l'alimentation pour l'ensemble de la population, etc., etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne à cette échelle-là et à Annecy, mais qui existe aussi à différents endroits en France, et c'est quelque chose vraiment qui fonctionne, mais qui doit être pris à bras le corps, j'ai envie de dire, mais en tout cas qui dépend des décisions politiques qu'on a, de localement comment on installe justement des paysans et des paysannes pour produire localement et donc pour nourrir localement et en plus pour nourrir mieux. Moi, c'est le cas par exemple dans ma circonscription, à Murviel-les-Montpellier, juste à côté de Montpellier. Vous avez une commune qui a des terres communales et qui va installer différents paysans. Alors on se retrouve avec un éleveur de lamas, on se retrouve avec des éleveurs de chèvres, avec des apiculteurs, mais voilà, tout ça pour avoir cette diversité et pas avoir cette monoculture qu'on peut avoir tendance à voir notamment dans le sud de la France où on n'a que de la viticulture mais qui ne nourrit pas, et donc vraiment d'avoir cette vision d'ensemble et cette vision de diversité pour nourrir l'ensemble de la population. Tout ça, c'est basé sur, et ça existe un petit peu, et c'est un travail aussi qu'on a mené cette année à l'Assemblée nationale, c'est un petit peu, ça fait écho à la sécurité sociale de l'alimentation, donc qui vient après la sécurité sociale qu'on connaît toutes et tous, mais la sécurité sociale de l'alimentation, elle est basée sur 3 piliers principaux. Le premier, c'est l'universalité, donc tout le monde
adhérer à cette sécurité sociale de l'alimentation. Le deuxième, c'est la cotisation sociale. Donc chacune et chacun cotise en fonction de ses moyens et reçoit en fonction de ses besoins. Et puis le troisième pilier qui nous concerne vraiment aujourd'hui dans l'adaptation au changement climatique de nos communes, c'est le conventionnement des producteurs et des distributeurs en fonction de critères qui sont établis collectivement. Donc là, c'est dans chaque caisse alimentaire, il y a différentes expérimentations en France. On en a une à Montpellier, il y en a à Saint-Étienne, il y en a à Bordeaux, enfin il y en a un petit peu de partout sur tout le territoire. C'est quels producteurs on conventionne, quelles normes, entre guillemets, on va mettre. Par exemple, on va mettre du zéro pesticide, on va mettre un certain nombre de kilomètres pour les produits qui vont être distribués, ainsi de suite. On va définir collectivement ces normes-là au niveau de la production et au niveau de la commercialisation pour vraiment faire une transition du modèle agricole au plus près du maillage territorial et au plus près de la population, des producteurs, des distributeurs et des consommateurs. C'est vraiment faire une écologie qui entraîne vraiment tout le monde dans les décisions. Et c'est ce qui a été dit dans les différentes interventions. C'est une écologie avec tout le monde, une écologie populaire, nous, comme on dit, pour qu'elle soit construite par toutes et tous, et donc acceptée beaucoup plus facilement par toutes et tous. Donc voilà un petit peu sur la transition au niveau alimentaire, mais je ne vais pas être plus long parce que je veux quand même revenir aussi sur la question des transports, mais l'alimentation sera vraiment quand même un des sujets marquants, mais un des sujets principaux, je pense, puisque on voit notamment à travers de la question de la santé publique, mais pas que, parce que comme je le disais, tirer le fil de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est poser la question de la santé publique, mais c'est poser la question de comment on produit, de tirer le fil de comment on consomme, comment on distribue l'alimentation, ainsi de suite. Donc c'est vraiment le quotidien de chacune et de chacun, et dans chaque bassin de vie, de savoir comment on fonctionne, et ça ne sert à rien qu'il y ait peut-être 100% par exemple de producteurs de fruits et de légumes, mais c'est comment on arrive à être complémentaires les uns les autres pour que dans chaque bassin de vie, on arrive à avoir une certaine autonomie. Alors après, tendre vers une certaine autonomie, d'être autonome, on sait qu'on n'y arrivera pas, mais en tout cas de répondre à cette diversité pour tendre vers ce modèle-là. Et c'est également faire cette transition écologique aussi sur la question des mobilités, notamment que tu évoquais, Diane, mais c'est de se dire, déjà, faire la transition des mobilités, c'est garantir le droit à la mobilité pour toutes et tous. Parce qu'aujourd'hui, on a un système de mobilité qui est très basé, qui est très basé sur, dans le sud, on parle un peu avec les mains et après on éloigne le micro, qui est très basé sur les voitures, sur les bagnoles, et aujourd'hui, le résultat, c'est qu'il y a 15 millions de personnes qui sont en précarité mobilité. C'est-à-dire qu'elles ne gagnent pas suffisamment pour pouvoir se déplacer librement tout le long du mois. Et aujourd'hui, on a 50 à 70% des voies qui sont destinées au déplacement, qui sont liées au déplacement à la voiture et à la voiture malheureusement souvent individuelle. Donc c'est de se dire comment on arrive à permettre de proposer des alternatives à la bagnole. Parce qu'effectivement, alors nous, à la France Insoumise, on n'est pas pour supprimer 100% des bagnoles. Et on est justement pour un modèle pour se dire, ok, aujourd'hui, la bagnole, c'est souvent, malheureusement, le moyen de transport qu'on utilise au quotidien. Mais ce n'est pas fait de gaieté de cœur. Le matin, quand on se lève, on se dit « Ah ben tiens, ça me fait plaisir d'utiliser la bagnole ». Ça existe dans la population. Il y a quelques personnes, et un certain nombre de personnes qui utilisent la bagnole par plaisir. Mais souvent, c'est par contrainte. Et ce n'est pas une contrainte qui coûte très très cher. D'ailleurs, voire on ne peut pas changer de véhicule, je vais revenir après sur les ZFE, mais c'est que, surtout à un moment donné, ça devient vraiment un gouffre financier. Utiliser une bagnole, c'est environ entre 300 et 500 euros par mois de frais quand on fait la moyenne sur les frais que coûte une bagnole à chaque habitant au quotidien. Donc c'est de se dire comment on pense les mobilités aujourd'hui sans interdire la bagnole, mais en proposant des alternatives. Et on sait très bien que si demain il y a des alternatives qui existent, alors une grande partie de la population vont changer de comportement. Et donc, c'est de repenser un petit peu
de repenser la ville aussi en espace de vie et pas en espace fonctionnel. C'est l'anthropologue Sonia Lavandino, c'est une anthropologue urbaine, une géographe, et elle est géographe suisse, qui parle de villes relationnelles, contrairement aux villes fonctionnelles qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, les villes fonctionnelles, c'est on va et on doit aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible dans nos déplacements. Et c'est de se dire comment demain on pense nos villes avec une ville relationnelle, c'est-à-dire que peut-être on mettra un peu plus de temps, peut-être on utilisera d'autres moyens de transport et différents moyens de transport, mais qui nous permettront aussi d'accéder plus facilement au commerce, d'accéder plus facilement aux discussions avec les gens qu'on va rencontrer, ainsi de suite. Donc d'avoir vraiment cette nouvelle vision dans nos déplacements et de plus avoir les mobilités sous le seul prisme de combien on va gagner de temps. Et là, c'est un petit peu ça qui est fait avec les différents gouvernements. C'est ils gèrent les mobilités, il faut gagner du temps. On fait des autoroutes pour aller plus vite, on fait des lignes LGV pour aller plus vite, mais pas pour rendre vraiment plus accessibles les alternatives. Et donc, face à ça, nous, ce qu'on doit faire, c'est vraiment développer les transports en commun. Alors après, tu le disais, Diane, on sait très bien qu'on n'aura pas des gares chacune et chacun devant chez nous, qu'on n'aura pas un arrêt tram chacune et chacun devant chez nous, ainsi de suite. Mais c'est comment on arrive à développer l'intermodalité. C'est-à-dire que pour aller d'un point A à un point B, on va peut-être faire les premiers kilomètres à pied ou en vélo. Et puis derrière, on va monter dans un train ou on va monter dans un bus. Et après, on fera les derniers kilomètres à pied ou à vélo, ainsi de suite. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut que ça fonctionne, qu'on mette vraiment les moyens. Nous, par exemple, chaque été, la région Occitanie se vante de dire, bon, mais c'est vrai, et en plus c'est vrai, on n'est pas les plus mal lotis. Mais quand je dis ça, c'est dramatique, ça veut dire qu'on a beaucoup de retard partout. Mais par contre, à côté de ça, si vous devez prendre votre train ou votre RER, vous devez 48 heures avant prendre rendez-vous en disant, je vais prendre le train tel jour avec mon vélo, par exemple. Et ça, c'est vraiment un frein dans l'intermodalité. C'est de se dire comment on peut utiliser cette intermodalité, ces correspondances, et ainsi de suite, sans que ça devienne le parcours du combattant dans nos mobilités. Et on ne devrait pas pouvoir se poser la question et on ne devrait pas avoir acheté de vélo, parce que souvent on nous dit, il y a une solution, c'est que vous achetez un vélo pour aller de chez vous à la gare, vous posez votre vélo, mais déjà il faut qu'il y ait un parking vélo et ce n'est pas toujours le cas. Et après vous prenez votre vélo quand vous arrivez en train. Non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Tout le monde n'a pas les moyens d'acheter de vélos, ainsi de suite. Donc il y a vraiment cette question-là qui revient beaucoup. Mais il y a des choses, alors souvent on nous dit, et ça a été dit par Diane et Frédéric, c'est ah oui, mais là c'est pas le moment. Nous dans le budget, chaque année on nous dit c'est pas le moment, ça coûte très cher. Oui, mais à un moment donné, si dans un budget de l'État c'est pas le moment de parler du financement des transports, c'est quand le bon moment? Ça coûte très cher, enfin de l'argent ils en trouvent. Quand c'est pour aller faire la guerre, ils trouvent de l'argent, donc ils peuvent en trouver pour planifier les transports. Mais après c'est de se dire, il y a des choses qui coûtent pas cher et qui peuvent être faites de suite. Par exemple, moi je suis interpellé régulièrement devant des établissements scolaires. Vous avez la rentrée des gamins qui se fait à 9h et vous avez le bus, il arrive à 9h15, donc devant l'établissement. Donc ça veut dire que les gamins ne peuvent pas utiliser ce bus. Alors que si vous avancez de 20 minutes le créneau horaire, ça vous coûte toujours aussi cher, mais du coup, les usagers et les usagères vont pouvoir l'utiliser. Et ça, on peut le faire de suite. Et après, c'est avoir une vision et une planification de comment on développe des bus, des trams, des lignes de train qui vont prendre plus de temps. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut avoir une vision et une certaine planification. J'essaye d'accélérer aussi, mais il y a tellement de choses à dire. Mais c'est aussi sur le vélo, tu disais, d'avoir cette vision d'ensemble. Moi, je me suis retrouvé en circonscription à inaugurer une piste cyclable. Je vais citer la commune, je ne voulais pas le faire, mais Frontignan. On inaugure une piste cyclable, et donc là, et ça rejoint l'aspect sécurité que tu disais. Donc les élus me disent, ah, c'est génial, hein, cette entrée de ville. Je dis, ouais, c'est génial, c'est vrai, il y a la piste cyclable. Je dis, mais je ne comprends pas. Parce que pour arriver sur la piste cyclable, si on arrive de la commune à côté, pour arriver sur la piste cyclable en vie, il faut être déjà courageux, mais si on arrive en vie, c'est un miracle. On fait nos 1,2 km qu'on est en train d'inaugurer.
Et après, qu'est-ce qu'on fait? Parce que de nouveau, on est sur une départementale qui est de nouveau dangereuse, et ainsi de suite. Donc on manque de vision là aussi globale et de vision d'ensemble, de se dire c'est bien de faire ces portions de pistes cyclables, mais il faut avoir une vision globale. Parce que malheureusement, souvent, on met un petit peu de verdure par-ci par-là, mais il manque cette vision vraiment d'ensemble et de sécurité, parce qu'effectivement, tu le disais, Diane, mais faire du vélo, des fois, ça devient vraiment très dangereux. Sur les ZFE, nous, c'est ce qu'on dit depuis 2019, c'était de dire, effectivement, il y a la question de santé publique, et effectivement, il faut améliorer la qualité de l'air pour réduire les 48 000 morts par an dus à la pollution. Mais faire des ZFE sans mettre des alternatives en amont, c'est mettre la charrue avant les bœufs. C'est donc déjà, commençons par mettre des alternatives et de proposer des alternatives à l'ensemble de la population. Et après, vous viendrez nous parler des ZFE. Mais en plus de ça, si aujourd'hui on développe tout ce que je viens d'évoquer, ce qui a été évoqué avant, si on met des transports en commun, si on développe les mobilités actives que sont la marche, le vélo, ainsi de suite, on va avoir un gain écologique, on va avoir un gain économique pour l'ensemble de la population. Parce que comme je le disais, aujourd'hui, utiliser la bagnole, c'est un cadeau pour personne. Et quand certains, et notamment je vais les citer, le Rassemblement national, disent qu'ils sont du côté du peuple, mais ils sont surtout du côté de la bagnole, alors qu'ils condamnent du coup des millions de Françaises et de Français à utiliser leur véhicule, si c'est ça pour eux être du côté du peuple, en les condamnant à dépenser des centaines d'euros tous les mois à utiliser leur bagnole, ben nous ce qu'on propose c'est une alternative justement à la bagnole individuelle, et en disant, ben, les transports en commun, il y a ce gain écologique, il y a ce gain économique, et il y a ce gain de santé publique pour toutes et tous. Donc voilà, je vais conclure là-dessus, et après on va pouvoir continuer dans les échanges, mais c'est de se dire, toujours de faire cette transition écologique qui est nécessaire et qui est urgente sur ces questions-là, même si on ne les a pas toutes évoquées, mais, parce qu'il y en aurait plein d'autres, mais c'est faire cette transition avec l'ensemble de la population et pour l'ensemble de la population. Et c'est tout l'inverse de ce qui a été fait notamment avec les ZFE, c'est que c'est un dispositif qui est arrivé de l'Union européenne, qui est arrivé là, puis on a dit, l'État s'est désengagé en disant à chaque métropole, ben, allez-y, mettez en place les ZFE. Ben, c'est tout l'inverse qu'il faut faire, c'est vraiment construire la transition avec l'ensemble de la population. Après, on est entre nous ici, si on veut faire tous ces changements radicaux, c'est pas trop avec eux qu'on va y arriver. Quand vous avez un ancien, parce qu'il est ancien maintenant, ministre de l'Agriculture, qui est pro-lobby pesticides, Marc Fesneau, qui avait dit au Sénat, t'as vu, j'ai dit du bien des pesticides. Quand vous avez des ministres de transport qui vous disent, ah, mais moi je suis d'accord avec ce que vous dites, mais vous savez, j'ai Bercy en dessus de moi, donc je ne peux pas faire grand-chose. Quand vous avez la ministre de l'Agriculture aujourd'hui, quand vous avez Bayrou et les coupes budgétaires sur l'écologie qu'il a fait, quand vous avez Pannier-Runacher qui est soi-disant ministre de la transition écologique, enfin je ne sais pas ce qu'elle a transité depuis qu'elle est là, ni l'écologie ni rien d'autre. Enfin, entre nous, il faut vraiment rester mobilisé pour les élections municipales, mobilisé pour les prochaines échéances, mais mobilisé au quotidien et au quotidien pour faire avancer vraiment nos idées. Mais surtout, en ayant un objectif, c'est de les dégager au plus vite. Parce que si vraiment on veut changer radicalement tout ça, il faut les dégager au plus vite, donc il faut rester mobilisés toutes et tous. Je crois qu'il y a un micro qui va circuler si vous avez des questions. Oui, là, ça fonctionne. Oui, juste deux questions, enfin, une intervention et puis une question. La clé, effectivement, c'est l'intermodalité entre les moyens de transport en commun, avec aussi un rêve, c'est d'avoir des cas de passe-passe partout et au niveau régional. Parce que si j'habite, par exemple, à Calais, que je vais à Lille, que je dois prendre un premier bus pour aller à la gare, un train pour aller à Lille, ensuite un métro pour aller là où je dois être, ça devient une véritable galère pour prendre des abonnements ensuite et travailler régulièrement. Donc là-dessus, il y a un vrai travail de simplification à faire, qui est un travail de dentelle, qui est complexe, mais qui est lui aussi porteur. Une question sur notre ami de la Réunion, à propos de la mise en place de la réserve communale de sécurité civile. Parce que c'est à mes yeux quelque chose qui peut être un excellent moyen aussi
d'amener la population à s'intéresser, à se mobiliser de ses propres affaires. Et alors, effectivement, sur votre territoire, il y a des enjeux extrêmement puissants, extrêmement violents. Mais comment vous avez fait? Et est-ce que votre réserve, vous l'utilisez aussi dans d'autres moments que les moments de grand danger, de grande tension? Voilà. On prend quoi? 3-4 questions je vais aller au fond un peu, j'arrive. Merci beaucoup, camarades. Ah oui, allez. Bonjour, déjà merci beaucoup. Moi je voulais revenir sur les transports en commun parce que je suis jeune, j'ai pas encore le permis et c'est à peu près toute ma vie les transports en commun. J'habite en périphérie donc vraiment 40 minutes pour aller en ville, c'est parfait. Et je voulais revenir avec vous sur le fait, est-ce que vous pensez à déprivatiser les transports en commun en général? Parce qu'on se rend compte que les mairies, les communes mettent en général beaucoup de sous là-dedans, n'en voient pas forcément un retour et surtout il y a une dégradation des transports en commun, surtout... si je ne me trompe pas, c'est Macron qui a privatisé les Flixbus, les bus comme ça de long train. Et ce serait vraiment dommage de ne pas faire en sorte que les moyens qui permettent une transition écologique soient aux mains du marché. Et on se rend compte bien sûr que le marché, ça ne marche pas. Et je voulais avoir votre avis par rapport à tout ça. Parce que en tant que jeune, moi, je préférais ne pas utiliser la voiture, mais je m'en vois réduite. Je sais que forcément, si je veux travailler par là où moi j'habite, je suis obligée concrètement d'avoir une voiture. Et je trouve ça dommage. Mais je voulais savoir ce que vous en pensez, parce que notamment, vous parliez de précarité. Il y a plein de familles que je connais qui ont choisi de mettre un enfant qui fait 1 heure de marche à pied pour aller au lycée, et l'autre, parce qu'il doit aller au collège, lui, il a le droit à l'abonnement. Et ça, c'est des questions à penser, parce que l'abonnement, il est super cher. Ou alors, si vous dites, oui, les parents aussi devraient arrêter d'utiliser la voiture, mais du coup, un abonnement à la famille, mais c'est tellement cher, c'est impossible de l'utiliser. Et juste, avoir votre avis par rapport à tout ça. Merci, vous m'entendez? Ouais. Alors, moi, je suis un petit peu plus vieux, mais toujours jeune. J'ai juste en dessous de 30 ans et je suis un peu dans l'heure où on commence à se projeter, les enfants, tout ça, avec ma partenaire. Et je viens de Nice à la base. Mes parents commencent à être un peu vieux et je me dis, mais en fait, moi, avec le changement climatique... et juste la résilience alimentaire du territoire, je me dis en fait il faut qu'on bouge quoi. Donc je sais pas si je suis fou en pensant ça, donc voilà, excusez-moi si ma question est un peu naïve, mais j'entends dans des podcasts Metabolism of Cities, tout ça, Green Letter Club, qu'il y a des gens comme Guillaume Faburel. Alors je sais pas si c'est un anard forcené et qu'il est complètement fou et il faut pas l'écouter, mais lui il écrit, il compile des recherches que apparemment la ville parfaite pour la résilience alimentaire et la résilience face à la polycrise en général, donc les ressources en eau, si le sol est fertile, tout ça, serait autour de 30 000 habitants. Et je me dis, il y a un peu une contradiction quand même avec la FI, parce que la FI, on a tendance à faire des scores assez hauts à partir de 100 000, 150 000 habitants. Il y a des cas comme Belfort, Dieppe, tout ça, où, voilà, mais c'est des cas quand même, il me semble, assez... c'est pas la majorité, quoi. Donc voilà, comment est-ce que la FI pense l'exode urbain qui va se passer durant jusqu'à 2100? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, très rapidement. Comment ça se fait que les assurances n'ont pas engagé cet exode urbain, justement? Parce que normalement, dans le système capitaliste, c'est un peu l'acteur qui est censé lancer ce genre de truc. Et par exemple, qu'est-ce que vous pensez des outils comme la Maïf qui a fait cet outil qui s'appelle Aux Alentours, où vous pouvez entrer votre code postal et ça vous dit en fait les risques climatiques qu'il y aura présentement, mais aussi dans les années qui viennent. Voilà, merci pour la question, désolé d'avoir été long. Oui, bonsoir, merci pour vos interventions. Donc, je voulais particulièrement vous parler à propos de ce que vous avez dit sur 7, de la planification écologique, et je voulais vous poser la question de la fiabilité des modèles qui vous permettent de dire qu'il va y avoir telle ou telle augmentation du niveau de la mer, sachant que ces modèles, il y a tellement de paramètres qui peuvent entrer en jeu, on peut peut-être se poser la question de leur fiabilité. Voilà. Encore ou... Encore.
Un homme, une femme encore. Salut. Une chose, on prépare les municipales. Et donc, il y a une première chose à faire. 2030, c'est au milieu de la prochaine mandature. Et les élus sortants sont censés avoir travaillé les objectifs de développement durable 2030. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas fait grand-chose, on va dire. Et il y a de quoi faire des bilans avec eux et pour les attaquer, pour leur montrer qu'ils sont inefficaces, mais aussi pour nous, pour préparer la suite. Pour préparer la suite, c'est aussi, quand on aura des mairies et des élus partout, proposer des arrêtés municipaux pour interdire certains produits plastiques ou les plastiques, certains pesticides, qu'on ait le droit ou pas, il faudra le faire politiquement, mais il faut aussi travailler une autre chose, c'est un levier important, ce sont les sociétés coopératives d'intérêt collectif, les SIC, avec lesquelles on peut gérer des coopératives de bagnoles par quartier ou par village. Ça fait moins de voitures et on se les partage. Donc il y a plein d'expérimentations comme ça. La sécurité sociale de l'alimentation, on peut aussi les gérer avec un archipel de coopératives, de SIC, etc., etc. Les entreprises qu'on peut créer. Voilà. Et sur les transports, c'est bien de se battre aussi pour la gratuité au niveau local comme au niveau national. Je rêve d'une coopérative SIC de la SNCF où dès 16 ans, on serait tous coopérateurs de la SNCF, de notre entreprise publique coopérative. Ça veut dire que ce n'est pas l'État ou des polytechniciens ou des énarques qui gèrent le truc, mais bien par nous-mêmes, avec nos élus et avec nos syndicats professionnels. Voilà des choses qu'on peut faire concrètement pour avancer là-dessus. Et c'est vrai que pour la lutte de la bifurcation écologique, il faut que ce soit holistique. On ne peut pas dire on va mettre une haie là, un arbre ici, et puis la piste cyclable là-bas. Il faut que ce soit réfléchi globalement. Et la difficulté, elle est d'avant tout psychologique et culturelle. On est dans une société capitaliste, et je finis là-dessus, où il y a beaucoup d'individualisme, où on voit la FNSEA qui va être contre nous, on voit les chauffeurs routiers qui vont être contre nous, quelques commerçants, etc. Comment travailler ça? Il faut travailler aussi l'esprit de la coopérative et de l'entraide. Et je vous renvoie pour ça vers les cours de Pablo Servigne, dans les cours en ligne sur Sator, qui travaille l'entraîne, et le livre d'Éloi Laurent sur coopérer et se faire confiance. Il y a un gros travail là-dessus, et la partie démocratie participative directe, l'implication des personnes, et ça c'est tout un travail à réaliser pour que l'ensemble, y compris des paysans de la FNSEA, bifurquent vers le bio, pour que les gens qui sont accros à leur bagnole, même nos voisins, même de gauche, puissent lâcher la bagnole pour être dans une coopérative de bagnole, etc. Il faut travailler cet aspect culturel et psychologique qui est apprendre à coopérer, se reconnaître, se connaître soi-même, connaître l'autre pour pouvoir avancer. Et c'est aussi le même travail qui donnera ensuite un échec pour le RN, puisque faire tout ça, c'est aussi non xénophobe et antiraciste quelque part. Donc c'est un ensemble à travailler, et c'est peut-être ces questions-là, c'est comment on fait. Parce que quand moi je dis à mes amis et mes voisins dans ma ville, je dis voilà, 2030, rapport Midos, rapport du GIEC, ça s'effondre, ben, les gens ils me disent si ça s'effondre, on n'a plus rien à foutre. Je vais vite, je provoque exprès, mais il y a des débats là-dessus sur comment on présente ça. Est-ce qu'il faut être doux? Est-ce qu'il faut être sympa? Ou est-ce qu'il faut être trash et clash? Voilà, il y a un vrai débat là-dessus. Comment on va faire dans nos villes pour avancer ces questions-là? Et une dernière de femme. Oui, alors du coup, on va être très limite en temps, donc on va prendre les dernières questions et après au moins on fait une... je sais pas combien il restait de questions là, levez la main pour qu'on voit. Est-ce que vous pouvez être très très court comme ça, on prend vraiment 2-3 questions là dans les derniers, mais vraiment très très court et après on fait une réponse globale. Je me dépêche. Pour les cars régionaux dont vous avez parlé, quelle est la limite en kilométrage pour mettre plutôt un car, un autobus électrique plutôt que énergie fossile? Levez les mains. Un homme, une femme, un homme, une femme. On arrête là? Ils seront disponibles après. Donc je vais répondre. J'ai regardé, c'est pas ma délégation, mais je sais où regarder. Nous avons pris une délibération en CM, en conseil municipal, pour valider le principe de création. Nous avons adhéré au Centre national des réserves communales de sécurité civile pour avoir des explications sur comment les recruter, comment les employer, etc. Et nous avons publié comment on appelle ça quand on cherche des gens, je suis fatiguée, un appel à candidature, merci. Un appel à candidature demandant à ces jeunes qui étaient demandant des volontaires. Voilà, on en a 16 de 20 à 65 ans. Ils ont une formation sur les modalités d'intervention, sur
avec les secours. Et ils ont vraiment une mission de prévention des risques. Et donc, ils essayent de donner aux citoyens la culture du risque. J'imagine que c'est avant qu'ils le fassent, un peu avant la période cyclonique, qu'ils le font, pardon. Et ils assistent la population lors des événements. Ils participent aussi au rétablissement des activités. Mais je crois que les 2 points importants, c'est adhésion au Centre national des réserves communales de sécurité civile et délibération en CM sur le principe de création. Mais le Centre national aide les communes pour la délib, etc. Hein, voilà. Je peux peut-être répondre à quelques questions de transport. Sur le ticket unique, c'est vraiment extrêmement compliqué parce que on a des problèmes d'abonnement par-ci, abonnement par-là, etc. Mais ce qui peut vraiment aider, c'est la généralisation du tap and pay, comme on peut avoir dans certaines villes où on met sa carte bancaire et on peut directement avoir un ticket. Ça signifie qu'il n'y a pas d'abonnement et que vous payez le prix plein pot. Donc voilà, ça dépend si vous avez une habitude. Dans ce cas-là, c'est plus compliqué d'avoir un ticket unique. Ou si c'est vraiment de la multimodalité de temps en temps. Pour la privatisation des transports en commun, j'ai pas une réponse très claire sur est-ce qu'il vaut mieux privatiser ou pas. Enfin, il y a des délégations de services publics, mais ce dont je voulais parler, c'est la voiture autonome. C'est quelque chose qui va arriver dans les prochaines 10 ans, qui est déjà assez présent dans certaines villes des États-Unis. Alors c'est encore beaucoup sous software chinois, donc il y aura des questions de propriété intellectuelle, de sécurité. Mais si ça arrive, ce qui semble de plus en plus évident, et on va lancer un axe de recherche là-dessus, c'est qu'il faudra probablement que ce soit public, parce que en fonction de la tarification que vous allez avoir pour utiliser une voiture autonome, vous allez soit l'utiliser vraiment tout le temps pour aller chercher la moindre baguette, ou des questions de justice sociale sur l'accessibilité de ce mode de transport. Si on veut pouvoir en faire un système, notamment pour les zones rurales, les rabattre vers des zones un peu plus denses, ou du transport en commun, etc., il faut que la tarification elle soit suffisante pour être intéressante et en même temps pas trop élevée, enfin pas trop peu chère non plus. Donc voilà, il y a un équilibre à trouver et probablement que le service public de la voiture autonome sera quelque chose à développer. Je voulais aussi parler de la précarité et de comment est-ce qu'on gère ça. Alors, nous, les spécialistes du transport, on est rarement, enfin, je parle pour moi et un certain nombre de gens que je connais autour de moi, on est rarement pour la gratuité des transports en commun. Parce que, en fait, il faut maintenir ces infrastructures, il faut maintenir les routes, il faut payer les exploitants, il faut payer les conducteurs. Et tout ça, c'est très cher et qu'il y a des gens qui ont les moyens. Par contre, il y a des gens qui ont beaucoup moins les moyens que d'autres, et donc une tarification sociale, c'est vraiment très important, et ça fait partie du pacte social, que les plus aisés portent la charge et que les plus précaires n'aient rien à payer, et que ce soit gratuit pour eux, que ce soit les jeunes ou les publics les plus précaires. Et ça vient généralement à quelque chose dont je n'ai pas parlé, qui est qui doit acheter des voitures électriques. Et de même, le pacte social veut que c'est les plus aisés qui achètent des voitures, neuves de toute façon, les déciles 8 à 10 de revenus, des gens qui ont vraiment les moyens d'acheter une voiture neuve à 40 000 €, ou des entreprises, puisque 50% des voitures neuves sont achetées par des grandes entreprises qui ont plus de 100 véhicules. Et donc c'est à eux, finalement, d'acheter ces voitures neuves. Et de toute façon, c'est des gens qui revendent assez vite leurs voitures sur le marché de l'occasion. Donc stimuler la vente de voitures électriques neuves par ces gens qui ont les moyens, entreprises ou ménages aisés, c'est un moyen d'accélérer le roulement du parc et de donner accès à des voitures électriques aux ménages plus modestes après. Et sur l'autonomie des bus électriques, je ne sais pas, il faudrait que je regarde. Mais j'aimerais dire, si vous gagnez tellement déjà en termes de démotorisation quand vous mettez ne serait-ce qu'un bus diesel, que l'électrique, c'est vraiment le second pas dans la mise en œuvre des cars express régionaux. Je vais commencer par Nice. En fait, mais ça renvoie à la question sur l'alarmisme ou je sais pas si vous connaissez Naples. Il y a des habitants là-bas. Ça a pas l'air dégueulasse comme ville. Bah Nice, le climat de Nice ressemblerait à peu près à celui de Naples. Donc on arrivera à vivre à Nice en 2070 sans trop de soucis. Mais alors la résilience alimentaire,
elle renvoie à un autre sujet, mais qui ne se posera pas que à Nice, et qui n'est pas une question de climat, pour le coup, qui est une question d'organisation globale, de la relation des villes à leur hinterland, comme disent les géographes. Et donc, comment est-ce que la ville s'arrime et s'inscrit dans un territoire plus large? Alors, ça pose des questions de deux natures. Guillaume Faburel n'est pas un barge absolu du tout. En revanche, moi je trouve que dans sa réflexion, il oublie un tout petit aspect de la question. C'est que oui, une unité de vie de 30 000 habitants, c'est sans doute d'un point de vue relationnel, etc., un optimum. Le problème, c'est que on parlait de la question de la souveraineté vis-à-vis de la Chine, etc., etc. J'ai pas vu dans ses écrits, et on peut réfléchir à cette question-là, j'ai pas vu comment est-ce qu'on organisait une économie capable de générer la compétitivité en termes d'innovation, en termes de mobilisation capitalistique, qui nous rend, à horizon 20 ou 30 ans, pas complètement dépendants de grandes puissances étrangères. Et donc, on a un vrai souci là-dessus. C'est que il faut aussi qu'on soit capable d'avoir des formes d'organisation urbaine et humaine qui permettent que, on organise la circulation des connaissances, des richesses, la production de biens matériels, etc., qui ne nous condamnent pas à passer sous la dépendance de gens qui, derrière, maîtriseraient complètement notre avenir. Et une succession d'îlots de 30 000 habitants, je ne sais pas comment ça fonctionne d'un point de vue économique. Donc on va avoir à trouver des équilibres et des modes d'organisation. En fait, il faut qu'on apprenne à vivre ensemble différemment. Et ça, c'est un projet de société. Aujourd'hui, on est en panne de projet de société. Et ça renvoie à la question que vous posiez sur les questions. Moi, je trouve que la question des formes coopératives, elle est essentielle. Il faut qu'on arrive à se la poser, ne serait-ce que du point de vue... Alors, vous en parlez d'un point de vue environnemental et plus large, mais en réalité, on n'arrivera pas à transformer ce pays, et plus largement le cas échéant, on n'arrivera pas à transformer ce pays juste en disant « il faut gagner en 2027 ». Ça ne fonctionnera pas comme ça. L'État, en France, n'est plus assez puissant, et d'une certaine manière, heureusement, pour arriver à transformer la société française. Il va falloir se poser la question de où et comment sont les points d'appui. Alors ça renvoie vers les associations, ça renvoie vers les sociétés coopératives, et ça suppose aussi, ça renvoie à ce que vous pointiez, une vraie approche démocratique de la transition. Parce que les modèles dont je parlais tout à l'heure, en fait, ils sont en constante évolution. Et quand on travaillait sur 7, c'était assez marrant parce que il y a des modèles globaux sur lesquels la fiabilité est assez éprouvée. Pour le coup, les modèles autour desquels travaille le GIEC, qui sont en perpétuel approfondissement, etc., mais l'évolution du climat à l'échelle globale, on la maîtrise pas parfaitement, mais on a un niveau de fiabilité sur ce qui est avancé assez puissant. En revanche, quand ça atterrit dans un territoire, c'est beaucoup plus incertain. C'est les modèles thermodynamiques ne sont pas aberrants. En revanche, la façon qu'ils vont avoir de s'inscrire dans des micro-courants à l'échelle locale, ça demande des tests. Et donc, le premier truc qu'on a mis en place avec les équipes d'hydrologues, etc., sur 7, c'est de dire, avec les habitants, OK, à quelle échéance est-ce qu'on se revoit pour vérifier et recalibrer nos modèles et pour voir ensemble si ce qu'on s'est dit en 2025, c'est juste ou pas juste, si c'était les bonnes hypothèses ou pas les bonnes hypothèses. C'est à la fois important pour arriver à prendre les bonnes décisions à terme, mais aussi et beaucoup plus fondamentalement, à mon avis, c'est important pour asseoir le socle de confiance. Parce que si on est au doute que vous formulez, si les experts disent « Non mais en fait je le sais, c'est mon modèle, il est bon », en fait on n'arrivera pas à avancer. Et on ne pourra pas faire une transition juste sur la base d'arguments d'autorité, ça ne marchera pas. Et donc la question, elle est comment est-ce qu'on arrive aussi à construire un nouvel espace et un nouveau rapport entre la science, le politique et la population, sans quoi tous ces sujets-là
dont on parle et qui engagent une capacité, je dirais, de regarder l'avenir et d'en discuter sur des chiffres, etc., mais qui sont forcément des modèles, eh ben en fait, on n'y arrivera pas. On va aller au clash entre nous. Donc c'est vraiment un enjeu démocratique. Merci à tous les trois. Je conclue parce que je vois qu'on nous fait signe. Donc on a débordé. Donc on est officiellement la dernière conférence de ces amphis. Je disais tout à l'heure, on est dans la dernière, mais on sera dans la dernière. Juste vous remercier à tous les trois pour votre intervention. Remercier les équipes qui ont organisé cette conférence et mon équipe qui m'a aidé à préparer cette conférence. Et vous remercier à toutes et tous pour avoir assisté à cette conférence et les échanges. Et puis on continue les discussions, que ce soit ici lors des amphis au plus tard. Et bonne lutte à toutes et tous et bon amphi à toutes et tous.